Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter du livre Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World de Cal Newport. Les informations bibliographiques précises, telles que l'éditeur ou l'année de parution, ne sont pas disponibles dans le document fourni. Il s'agit d'un résumé indépendant et en aucun cas il ne remplace la lecture de l'œuvre originale. 1.1. La vérité qui claque. Le monde se divise en deux. Soyons brutalement honnêtes une seconde. L'économie actuelle est en train de se fracturer et il y a de fortes chances que tu te trouves du mauvais côté de la barrière. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation froide, tirée de l'analyse d'économistes du MIT. D'un côté, il y a une petite élite qui prospère, des gens qui créent, qui innovent, qui maîtrisent des compétences complexes. De l'autre, il y a la masse, des gens dont le travail peut être automatisé par un script bas de gamme ou délocalisé à l'autre bout du monde pour une fraction du coût. La question qui tue, c'est es-tu bon pour bosser avec des machines intelligentes ou es-tu en compétition avec elles? Parce que si tu es en compétition, tu as déjà perdu. Les gagnants de cette nouvelle ère ne sont pas ceux qui sont bien occupés. Ce sont les architectes, les créateurs de valeur, les superstars de leur domaine. Pense à Nate Silver, le geek des stats qui a ridiculisé tous les experts politiques avec ses prédictions électorales, ou à David Heinemeier Hansson, le programmeur qui a créé Ruby on Rails, un framework sur le tourne des géants comme Twitter ou Hulu. Ces types ne gagnent pas des millions parce qu'ils répondent vite à leurs emails. Ils gagnent parce qu'ils savent s'isoler et produire des choses que la plupart des gens sont incapables ne serait-ce que de concevoir. C'est ça, la nouvelle monnaie. Le reste, c'est du bruit, de l'agitation stérile. Choisis tes emmerdes. Point. Soit tu acceptes la douleur de l'apprentissage et de la concentration intense, soit tu acceptes l'insignifiance et la précarité. 1.2. Le deep work contre le shallow work. Choisis ton camp. L'auteur, Cal Newport, met des mots sur ce concept. Il y a le deep work, le travail en profondeur, et le shallow work, le travail de surface. Le deep work, c'est l'activité professionnelle menée dans un état de concentration absolue, sans aucune distraction, qui pousse tes capacités cognitives à leurs limites. C'est ce qui crée de la nouvelle valeur, ce qui améliore tes compétences et ce qui est difficile à reproduire. C'est Carl Jung qui se barre dans une tour en pierre au milieu des bois, sans électricité, pour écrire les bouquins qui vont révolutionner la psychiatrie. C'est Woody Allen qui, pendant 44 ans, a écrit et réalisé 44 films sur une vieille machine à écrire, loin de toute tentation numérique. À l'opposé, tu as le shallow work. Ce sont ces tâches non exigeantes sur le plan cognitif, de style logistique, que tu peux faire en étant à moitié distrait. Répondre à des emails, participer à des réunions inutiles, scroller sur les réseaux sociaux en prétendant faire de la veille. Ces tâches ne créent quasiment aucune nouvelle valeur et n'importe qui peut les faire. Le drame, c'est que le monde du travail moderne est une usine à shallow work. On a glorifié la connectivité, la réactivité, cette fausse impression d'être occupé. Ton boss préfère que tu répondes à son mail dans les 5 minutes, plutôt que tu passes 4 heures à résoudre un problème complexe qui pourrait rapporter des millions. On a bousillé notre capacité de concentration à force de la fragmenter en milliers de micro-tâches. On est devenu des routeurs humains, des interrupteurs glorifiés. Sérieusement, tu penses mériter quoi en passant tes journées à transférer des informations d'un endroit à un autre? C'est comme vouloir devenir un grand chef en ne faisant que passer les plats. 1.3. L'ascension de Jason Ben, de l'esclave d'Excel au développeur à 100K. L'histoire de Jason Ben est la parfaite illustration de ce principe. Ce type est un consultant financier junior, un boulot aussi passionnant que ça en a l'air. Sa tâche principale consistait à manipuler des données dans des feuilles de calcul Excel pendant des heures. Un jour, il a compris que l'essentiel de son travail, qui lui prenait jusqu'à 6 heures par jour, pouvait être automatisé par une simple macro. Le choc. Réaliser que ta compétence principale vaut moins qu'un petit script, ça remet les idées en place. Il aurait pu se plaindre, accuser le système ou juste chercher un autre job aussi creux. Mais il a fait un choix radical. Il a décidé d'augmenter sa valeur. Il a démissionné, est retourné vivre chez ses parents et s'est lancé un défi,
devenir développeur informatique, sans avoir la moindre idée de comment écrire une ligne de code. Il savait que son principal ennemi était sa propre incapacité à se concentrer. Il passait ses journées à surfer sur le web, incapable de se focaliser sur un projet important. Alors, il a appliqué une méthode drastique. Il s'est enfermé dans une chambre sans ordinateur, juste des manuels de programmation, des fiches et un surligneur. Au début, c'était l'enfer, l'envie compulsive de vérifier ses mails, de se distraire. Mais il n'avait pas le choix. Il a forcé son cerveau à se reconnecter, à rester focalisé sur une seule chose difficile. Il a passé 2 mois dans ce bunker mental. Après cette préparation intensive, il a intégré un bootcamp de développement, une formation ultra exigeante. La moitié de sa promo a échoué. Lui, non seulement il a été diplômé, mais il a fini premier. Résultat, il a décroché un job de développeur dans une start-up de San Francisco à 100 000 $ par an, plus du double de son ancien salaire. Il n'a pas cherché le bonheur, il a choisi la difficulté. Il a compris que la vraie sécurité, ce n'est pas un CDI dans un job sans valeur, c'est de posséder une compétence rare et demandée. UMCAC, l'hypothèse du deep work, quand la rareté devient une mine d'or. Tout cela nous amène à ce que Newport nomme l'hypothèse du deep work. C'est l'idée centrale du livre, et elle est d'une logique implacable. La capacité à réaliser un travail en profondeur devient de plus en plus rare, au moment même où elle devient de plus en plus précieuse dans notre économie. C'est une simple loi de l'offre et de la demande. La plupart des travailleurs du savoir perdent leur capacité à se concentrer. Ils sont accros aux distractions, aux notifications, à cette gratification instantanée que procurent les tâches de surface. Leur cerveau est comme un muscle qui s'atrophie. En parallèle, la valeur des résultats produits par un travail en profondeur explose. Dans une économie mondialisée et numérique, si tu peux créer quelque chose de vraiment utile et de qualité supérieure, ton audience est potentiellement illimitée. À l'inverse, si ce que tu produis est médiocre, tu es en compétition avec le monde entier. Et il y aura toujours quelqu'un de meilleur ou de moins cher. La conséquence est énorme. Ceux qui cultivent cette compétence et en font le cœur de leur vie professionnelle vont prospérer d'une manière spectaculaire. Ils ne joueront pas dans la même ligue que les autres. Ce n'est pas une question de talent inné ou de chance. C'est une compétence qui s'apprend, qui s'entraîne. C'est un choix conscient de résister à la tendance générale, de refuser la facilité et la distraction. Les vraies récompenses ne sont pas pour ceux qui sont à l'aise avec l'utilisation de Facebook, elles sont pour ceux qui sont capables de construire les systèmes innovants qui font tourner ce service. C'est ça, la distinction fondamentale. Le deep work n'est pas une lubie de philosophe ou une nostalgie d'écrivain. C'est la compétence reine du XXIe siècle, le super pouvoir de ceux qui veulent non seulement survivre, mais dominer leur domaine. 1.5, les 2 piliers de la réussite. Apprendre vite et produire mieux. Pour faire partie des gagnants, Newport identifie 2 capacités fondamentales, 2 core abilities. Et surprise, elles dépendent toutes les 2 directement de ta capacité à pratiquer le deep work. La première, c'est la capacité à maîtriser rapidement des choses difficiles. L'économie de l'information repose sur des systèmes complexes qui évoluent à une vitesse folle. Les langages de programmation que Jason Ben a appris n'existaient peut-être pas il y a 10 ans et seront obsolètes dans 10 ans. Pour rester pertinent, tu dois être capable d'apprendre constamment et d'apprendre vite. Et pour apprendre quelque chose de complexe, il n'y a pas 36 solutions. Il faut une concentration intense et sans interruption. La science derrière ça est claire. L'apprentissage se matérialise par la myélinisation des circuits neuronaux. La myéline, c'est une gaine isolante qui se forme autour de tes neurones et qui permet à l'influx nerveux de circuler plus vite et plus proprement. Pour déclencher ce processus, tu dois faire feu de manière répétée et isolée sur le circuit neuronal spécifique à la compétence que tu veux acquérir. Si tu essaies d'apprendre en ayant ton fil d'actu Facebook ouvert, tu envoies des signaux dans tous les sens. C'est comme essayer de sculpter avec un marteau-piqueur. Tu ne construis rien, tu ne fais que du bruit. La deuxième capacité, c'est la capacité à produire à un niveau d'élite, tant en qualité qu'en vitesse. Maîtriser une compétence, c'est bien.
Mais si tu ne l'utilises pas pour créer des choses tangibles et valorisées, ça ne sert à rien. Il faut transformer ce potentiel en résultats concrets. C'est là qu'intervient la formule de la productivité selon Newport. Travail de haute qualité produit, ion temps passé, X intensité de la concentration. La plupart des gens se focalisent uniquement sur la variable temps passé, en enchaînant les heures de travail. Mais ils négligent l'intensité. Si ton intensité est proche de zéro à cause des distractions constantes, tu peux passer 12 heures au bureau. Le résultat sera merdique. Quelqu'un qui travaille en mode deep work pendant 3 heures peut produire plus de valeur que toi en une semaine. C'est le concept de résidu d'attention de la chercheuse Sophie Leroy. Quand tu passes d'une tâche A à une tâche B, une partie de ton attention reste bloquée sur la tâche A. Plus tu multiplies les interruptions, plus tu crées de ce résidu et plus tes performances cognitives s'effondrent. Produire à un niveau d'élite exige donc de longues périodes de concentration ininterrompue sur une seule tâche. En bref, ça exige du deep work. Si tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas prospérer. Et si tu ne produis pas, tu ne vaux rien. 2.1. Le principe de la moindre résistance. Pourquoi tu choisis la facilité plutôt que l'importance? La vérité qui fâche, c'est que ton cerveau est un gros feignant. Dans un environnement de travail où les objectifs sont flous et où personne ne sait vraiment mesurer ta contribution, tu vas naturellement dériver vers les tâches les plus faciles et les plus visibles. C'est le principe de la moindre résistance. C'est un réflexe de survie organisationnelle. Pourquoi se lancer dans un projet complexe et long dont les bénéfices sont incertains et lointains quand tu peux répondre à 30 emails en 1 heure et donner l'impression d'être super efficace? Chaque email envoyé, chaque tâche cochée sur ta to-do list, c'est un petit shoot de dopamine. C'est la gratification instantanée. Le problème, c'est que ces activités sont l'équivalent mental du fast-food. Ça te cale sur le moment, mais ça ne te nourrit pas et ça te rend malade à long terme. J'ai connu un type dans une agence de pub, un manager, soi-disant. Sa journée, c'était une symphonie de notifications. Il passait son temps à faire le suivi, à transférer des infos, à planifier des réunions pour planifier d'autres réunions. Il n'a jamais eu une idée originale de sa vie, jamais créé la moindre campagne. Mais il était toujours sous l'eau, toujours occupé. Il a fini par se faire virer, remplacé par un logiciel de gestion de projet qui faisait son boulot en mieux, sans se plaindre. Le principe existentiel derrière ça, c'est que sans feedback clair sur ce qui a de la valeur, on se rabat sur ce qui est facile à mesurer. Et la chose la plus facile à mesurer, c'est l'activité, le nombre d'emails envoyés, le nombre de réunions. On a confondu le mouvement avec le progrès. Arrête de te mentir. Ta journée ne se mesure pas à ton niveau de fatigue, mais à la valeur que tu as créée. Le reste, c'est de l'agitation pour masquer le vide. 2.2. L'occupation comme indicateur de productivité. Le grand mensonge du travail moderne. Le corollaire du principe précédent, c'est cette idée pourrie que l'occupation est un substitut à la productivité. Dans le travail du savoir, il est très difficile de quantifier la valeur produite. Comment tu mesures la qualité d'une stratégie, la pertinence d'une idée, l'élégance d'un code? C'est compliqué. Alors, à la place, on a adopté une métrique complètement stupide, l'air occupé. Celui qui répond le plus vite aux emails, qui a le plus de réunions dans son agenda, qui reste le plus tard au bureau, est perçu comme le plus impliqué, le plus important. C'est une performance théâtrale. On joue le rôle du travailleur débordé, parce qu'on ne sait pas comment prouver notre valeur autrement. C'est une culture de la visibilité. Si tu passes 3 heures enfermé dans ton bureau à réfléchir intensément sans envoyer un seul email, tes collègues vont penser que tu fous rien. Si tu passes ces mêmes 3 heures à courir partout, à répondre à tout et n'importe quoi, on dira de toi que tu es un pilier de l'entreprise. On a créé un système qui récompense l'apparence du travail plutôt que le travail lui-même. C'est profondément absurde. C'est comme juger un chef cuisinier au nombre de casseroles qu'il utilise plutôt qu'au goût de ses plats. Cette obsession pour l'occupation visible a un coût énorme. Elle chasse le deep work. La concentration profonde est, par nature, invisible et solitaire. Elle ne se prête pas au spectacle de l'urgence. Choisis ton camp. Veux-tu être un acteur qui joue à travailler ou un artisan qui crée de la valeur en silence?
La plupart des gens choisissent la première option parce qu'elle est plus confortable et socialement validée. C'est aussi pour ça que la plupart des gens sont remplaçables. 2.3. Le culte de l'Internet. Ou comment on a confondu l'outil et la finalité. Il y a cette croyance quasi religieuse dans le monde professionnel que j'appelle le culte de l'Internet. C'est l'idée que toute technologie connectée est par défaut bénéfique et que ne pas l'utiliser, c'est être un dinosaure condamné à l'extinction. On adopte les nouveaux outils, réseaux sociaux, plateformes collaboratives, messagerie instantanée, non pas après une analyse rigoureuse de leur retour sur investissement, mais par peur. Peur de rater quelque chose, peur de ne pas avoir l'air moderne. On se sent obligé d'avoir un compte sur chaque nouvelle plateforme, de répondre instantanément sur Slack, de maintenir une présence en ligne. Newport dénonce cette mentalité comme une forme de paresse intellectuelle. On ne se pose plus la question fondamentale. Est-ce que cet outil m'aide concrètement à produire plus de valeur ou est-ce qu'il ne fait que fragmenter mon attention et m'enfermer dans un cycle de réactivité stérile? J.K. Rowling n'avait pas de compte Twitter quand elle écrivait les Harry Potter. Neil Stephenson, l'un des auteurs de science-fiction les plus influents, qui a aidé à populariser l'idée même du cyberespace, est notoirement difficile à joindre électroniquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur job, c'est d'écrire des livres, pas de tweeter. Leur valeur réside dans des milliers d'heures de concentration ininterrompue, pas dans des centaines de petites interactions sans lendemain. Le principe est simple. Tu dois traiter chaque outil qui réclame ton temps et ton attention comme un investissement. Et chaque investissement doit avoir un rendement positif clair. Pas un vague « c'est bon pour l'image » ou « tout le monde le fait ». Quel est le bénéfice tangible pour ta capacité à faire du deep work? Si tu n'as pas de réponse claire et chiffrée, cet outil est un passif. Il te coûte plus qu'il ne te rapporte. Alors, crache dessus et passe à autre chose. 2.4. Le déficit neurologique. Tu es en train de recabler ton cerveau pour qu'il soit stupide. Le point le plus flippant, c'est que ce n'est pas juste une question de mauvaise gestion du temps. Dès un temps, c'est une question de neurologie. À chaque fois que tu cèdes à la tentation d'une distraction, que tu jettes un rapide coup d'œil à tes notifications pendant que tu travailles sur une tâche complexe, tu ne fais pas que perdre quelques minutes. Tu es en train d'entraîner activement ton cerveau à devenir incapable de se concentrer. Ton cerveau est plastique. Les circuits que tu utilises se renforcent. Ceux que tu n'utilises pas s'affaiblissent. En passant tes journées à sauter d'une notification à un email, d'un email à un article en ligne, d'un article à une conversation Slack, tu renforces les circuits neuronaux de la distraction. Tu apprends à ton cerveau à désirer le stimulus, à être incapable de tolérer l'absence de nouveauté. C'est exactement comme un drogué qui a besoin de sa dose à intervalles de plus en plus rapprochés. Au bout d'un moment, la capacité même à rester concentré sur une seule chose pendant plus de 10 minutes devient physiquement inconfortable, voire impossible. Newport cite l'auteur Nicholas Carr, qui a dû s'exiler dans le Parc, une cabane pour écrire son livre The Shallows, parce qu'il sentait littéralement que le net érodait sa capacité de concentration et de contemplation. C'est ça, le vrai danger. Tu ne perds pas seulement en productivité, tu perds une capacité cognitive fondamentale. C'est une dégradation de ton hardware mental. L'idée que tu peux travailler dans un environnement hyper distrayant toute la journée et ensuite te mettre en mode deep work, quand tu en as besoin, est un mythe. C'est comme manger de la malbouffe toute l'année et espérer courir un marathon sans entraînement. Tu as construit un cerveau qui n'est plus câblé pour ça. Choisis tes emmerdes. Soit tu acceptes l'inconfort à court terme de la déconnexion et de l'ennui pour préserver ta capacité de concentration, soit tu choisis la facilité de la distraction permanente et tu acceptes de devenir cognitivement médiocre. 2.5. L'argument existentiel en faveur de la profondeur. Ton travail est soit une source de sens, soit une source de vide. Au-delà de l'économie et de la neurologie, il y a une raison plus profonde, presque spirituelle, de choisir le deep work. Une vie passée à flotter à la surface des choses, à accomplir des tâches logistiques et réactives, est une vie vidée de son sens. Il y a une satisfaction profonde, une fierté quasi artisanale, à mobiliser toutes ses facultés mentales pour créer quelque chose de difficile et de valeur.
Pense à un artisan ébéniste qui passe des semaines à sculpter une pièce de bois complexe. Il y a une connexion intime entre lui, son savoir-faire et la matière. Son travail est une expression de son être. Maintenant, compare ça à l'employé de bureau moyen dont la journée consiste à gérer une cascade d'urgences artificielles créée par d'autres. Il ne crée rien. Il ne fait que réagir. Son travail n'est pas une source de fierté, c'est une source de stress et d'aliénation. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a étudié ce phénomène pendant des décennies avec son concept de flow, cet état mental de concentration totale où l'on est si immergé dans une activité que le temps semble disparaître. C'est dans ces moments-là que l'on se sent le plus vivant, le plus compétent, le plus en accord avec soi-même. Et le deep work est, par définition, une porte d'entrée vers l'état de flow. En rejetant le travail en profondeur au profit du travail de surface, on se prive non seulement d'une réussite économique, mais aussi d'une des sources les plus puissantes de satisfaction et de sens dans l'existence. On a transformé le travail, qui pourrait être un terrain d'accomplissement, en une simple corvée pour payer les factures. La quête du bonheur est une arnaque. Ce que tu devrais chercher, c'est l'engagement. L'engagement total dans une tâche qui a du sens pour toi et qui te demande le meilleur de toi-même. Le deep work n'est pas juste une stratégie de carrière, c'est une philosophie de vie. C'est l'antidote à la superficialité et à l'absurdité du monde moderne. C'est choisir de construire sa propre cathédrale, même petite, plutôt que de passer sa vie à brasser du vent. 3.1. Les gagnants de la grande restructuration et ce qu'ils ont en commun. L'économie actuelle récompense 3 profils de manière disproportionnée. Ceux qui savent travailler avec des machines intelligentes, ceux qui sont des superstars mondiales dans leur niche, et ceux qui possèdent le capital qui alimente ces systèmes. Et tout le reste rame derrière en espérant que l'agitation suffira à sauver la mise. Ce qui est rarement le cas quand la compétition est mondiale et instantanée. Nate Silver illustre le premier groupe, l'alliance intime entre esprit humain et calcul statistique, où la capacité à modéliser et interpréter des signaux faibles avec des outils puissants devient un amplificateur de valeur qui balaie la simple opinion au café du commerce. David Heinemeier Hansson incarne le second groupe, l'artisan logiciel qui, grâce à l'Internet et aux outils d'équipe à distance, peut servir le monde entier depuis Marbella, rendant obsolète l'embauche locale de talents moyens au profit d'un talent d'élite, même fractionné en quelques heures facturées. John Doerr, enfin, symbolise le troisième groupe, la rente de l'intelligence mise en capital, où l'on peut financer une entreprise vendue 1 milliard avec une équipe plus petite qu'une classe d'école. Ce qui déplace mécaniquement la part de la valeur vers ceux qui détiennent les parts plutôt que vers ceux qui pointent. Sérieusement, tu penses mériter quoi si tu n'entres dans aucun de ces groupes et que tu persistes à confondre présence et performance? 3.2. 2 capacités cardinales et une équation simple. Pour rejoindre les gagnants accessibles, les travailleurs hautement qualifiés et les superstars, Newport pose 2 capacités cardinales, apprendre vite des choses difficiles et produire à un niveau d'élite en qualité et en vitesse, ce qui revient à muscler à la fois l'acquisition et l'expression de ta compétence. L'équation est brutale, mais juste. Travail de haute qualité produit égale temps X intensité de la concentration, ce qui signifie qu'une heure à intensité 1 vaut moins que 20 minutes à intensité 3, et que 12 heures hachées par les notifications ne rattraperont jamais 3 heures d'attention sans fuite. Le phénomène de résidu d'attention montre qu'à chaque bascule de tâche, une part de ta tête reste accrochée à la précédente, ce qui dégrade tout le reste comme un écho parasite et te fait payer un impôt cognitif à chaque changement de contexte. Traduction en pratique si tu veux apprendre une techno nouvelle, résoudre une preuve ou écrire un chapitre solide. Tu dois fermer les trappes, verrouiller la soute et forcer ton cerveau à tirer sur les mêmes circuits de manière répétée jusqu'à myélinisation. Pas papillonner en quête d'un sucre rapide. Ta motivation, c'est ton ex toxique. Elle te promet beaucoup, te distrait souvent et te laisse toujours plus vide qu'avant le rendez-vous. Alors arrête de lui répondre pendant tes créneaux profonds. 3+3. Pourquoi le deep work est rare quand tout pousse au superficiel?
Le deep work est rare parce que l'organisation moderne suit le principe de la moindre résistance et installe des outils et des processus qui rendent visible l'activité plutôt que mesurable la valeur, ce qui favorise le bruit au détriment du signal. Open space, messagerie instantanée, email permanent, culture du disponible maintenant. Tout cela optimise la réactivité à court terme et détruit la continuité nécessaire aux travaux durs à long terme. Un troc où l'on sacrifie l'or massif pour des paillettes. On adopte les outils selon l'approche tout bénéfice suffit dès qu'un possible petit gain apparaît. On signe sans évaluer le coût total d'attention, la friction introduite et l'opportunité perdue d'une heure profonde remplacée par 15 ping-pong numériques. Résultat, la semaine de travail devient un puzzle de fragments hétéroclites, chacun trop court pour entrer en profondeur, et la qualité chute, même si la fatigue grimpe, ce qui est la définition élégante d'un système qui se casse lui-même. Ton ego est un chien malade qui réclame des notifs pour se rassurer. Mais plus tu le nourris, plus il bave, et moins il te laisse travailler quand ça compte vraiment. 3.4. Le culte du réseau et l'illusion de l'inévitabilité. Le discours ambiant affirme que réseaux sociaux, messageries et plateformes collaboratives seraient inévitables et nécessaires à la réussite, alors que les trajectoires de J.K. Rowling, Neil Stephenson ou Bill Gates en Think Week montrent l'inverse. La valeur vient des longues périodes de concentration ininterrompue, pas des micro-interactions. L'argument modernité oblige est paresseux. La vraie question n'est pas « puis-je en tirer quelque chose un jour ?» mais est-ce que cet outil augmente, de manière mesurable, ma capacité à accomplir mes objectifs les plus importants? Dans un monde où la visibilité a remplacé l'utilité comme étalon social, résister au culte du réseau demande de choisir ses emmerdes, accepter d'avoir l'air moins présent pour être réellement plus productif. Ce choix a un prix, car tu renonces à des gratifications publiques immédiates pour des résultats différés. Et tu affrontes la petite angoisse de manquer une conversation. Mais le dividende est énorme, une production rare et difficilement imitable. Tu n'as pas à cracher sur toute technologie. Tu dois juste casser l'automatisme qui te fait dire oui par défaut et rétablir un contrôle conscient de ton capital attentionnel. 3.5. 3 raisons de fond pour la profondeur neurologique, psychologique, philosophique. Sur le plan neurologique, l'entraînement profond renforce des circuits précis par répétition sans distraction, la myéline augmentant la vitesse et la qualité du signal, ce qui fait de l'attention focalisée non une coquetterie, mais une condition matérielle de l'expertise. Psychologiquement, l'état de flow survient quand le défi est élevé et l'attention unifiée, procurant un sens et une satisfaction que ne donneront jamais des tâches logistiques fragmentées, même si elles se vendent comme collaboration. Philosophiquement, l'éthique de l'artisan dit que le sens naît de la qualité du lien entre soi et le travail. L'acte de faire bien une chose difficile offrant un ancrage dans un monde saturé de stimulus creux. Vu sous ces 3 angles, le deep work n'est pas seulement utile, il est humanisant, tu t'y perds de la bonne manière, celle qui te rend plus solide, et tu t'y retrouves avec un objet qui vaut le détour. Chercher le bonheur est une distraction. Choisir des problèmes qui valent la peine est une boussole, et la profondeur te donne la main sur ce choix. 3.6. Stratégie de profondeur esquissée modèle, rituel, pari audacieux. Newport propose plusieurs modèles pour caser la profondeur dans une vie agitée monastique pour les ermites de la concentration, bimodal pour alterner périodes longues et surface, rythmique pour une cadence quotidienne protégée, et journalistique pour saisir chaque interstice avec une discipline de pro. Quel que soit le modèle, la clé est de ritualiser le démarrage, définir où, quand, combien de temps, avec quelles règles et quelles métriques, afin d'évacuer la négociation mentale qui bousille l'élan dès la minute 1. Les gestes grandioses marchent aussi changer de lieu, investir du temps ou de l'argent pour signaler à ton cerveau que c'est maintenant que ça compte, comme Jung et sa tour de Bollingen ou Gates et sa cabane de lecture. Exécuter comme une entreprise aide focaliser sur quelques objectifs follement importants. Suivre des mesures d'avance, visualiser un score public et installer un rythme d'engagement, afin que le progrès cesse d'être un vœu pieux pour devenir un système. Et l'ennui redevient ton allié,
parce que tolérer le vide entre deux gratifications est la condition pour cesser de courir derrière la prochaine alerte et recommencer à courir après une idée difficile. 3.7. Vulnérabilité et limite l'échec comme pédagogue. Voilà ce que ça donne quand on nie ses limites. On dit oui à tout, on garde toutes les fenêtres ouvertes et on finit à minuit devant un écran, le cerveau en bouillie, à corriger des détails que personne ne verra, pendant que le vrai travail prend du retard d'une semaine. C'est un échec banal mais réel. Accepter ses limites, c'est planifier des créneaux profonds non négociables, fermer les portes et laisser sciemment des emails vieillir. Parce que ta valeur ne se mesure pas au temps de réponse, mais à l'amplitude de ce que tu sais construire. Accepter la mortalité, c'est compter ces jours de vraie attention disponibles dans une année et se demander combien d'entre eux tu es prêt à brûler en notification parce que ce compteur ne remonte jamais. Le courage ici n'est pas héroïque, il est procédural. Il consiste à répéter des choix sobres tous les jours. Face à ton égo chien qui couine jusqu'à ce que le calme revienne et que le travail se fasse. Choisis tes emmerdes. Point. 3.8. Objections fréquentes et réponses sans fioriture. Mais mon job exige que je sois joignable en permanence. Non, il exige que tu tiennes tes promesses. La joignabilité est un moyen, pas une fin. Et tu peux la cadrer en plage, en règle de réponse et en attente claire sans perdre la main. Si je quitte les réseaux, je rate des opportunités. Tu rateras des miettes, tu gagneras des plats de résistance. Et les vraies opportunités repassent quand tu livres du travail qui se voit et se maintient. Je ne peux pas me concentrer plus de 10 minutes. Normal si tu as dressé ton cerveau au snack info. Il te faudra plusieurs semaines de sevrage progressif et de blocs courts mais réels. C'est inconfortable au début, payant ensuite. J'ai besoin de rester informé. Alors, fais-le en batch, hors de tes heures profondes, sur des sources choisies, et pas au fil de l'eau via le tuyau d'arrosage des feeds qui te lessivent. La discipline n'est pas une posture. C'est une architecture de décision posée en amont pour rendre l'option profonde la plus facile à choisir sur le moment. 3.9. Ce que perd la superficialité et ce que gagne la profondeur. La superficialité perd compounding, l'effet boule de neige des compétences rares. Parce qu'en restant à la surface, tu ne dépasses jamais le palier où l'effort devient récompense et la vitesse de progression s'accélère. La profondeur gagne arbitrage, tu investis pareil nombre d'heures, mais tu déplaces ton intensité là où le marché surpaie la rareté. Et tu sors du lot non pas en parlant plus fort, mais en produisant plus dense. À long terme, c'est une différence de trajectoire. Pas de gradient, tu ne montes pas la même montagne, tu changes de massif. Le pari le plus risqué aujourd'hui, c'est de rester accessible à tout, tout le temps. Parce que tu perds l'unité minimale de valeur du travail du savoir, une heure d'attention indivisible. Le pari le plus sûr, c'est de te rendre injoignable quand tu crées, puis fiable quand tu réponds, et d'être explicite sur ce contrat, ce qui augmente la confiance au lieu de la diminuer. 3.10. La phrase qui tranche est le geste qui suit. La vérité assommante tient en une ligne. Ta vie professionnelle sera la somme de tes heures profondes, le reste est décor. Cas concret. Un auteur qui coupe tout chaque matin de 8h à 11h écrit un livre par an. Un autre qui reste disponible pour l'équipe écrit un chapitre en 3 ans et passe pour sympathique mais épuisé. Devine lequel dort mieux. Principe existentiel, tourne la clé de ta porte intérieure avant d'ouvrir tes boîtes de réception, car l'ordre des opérations décide du sens de tes journées. Choisis tes emmerdes. Point. L'ego qui réclame la caresse des notifs est un chien malade à tenir en laisse. Et la motivation qui t'envoie scroller quand c'est dur est un ex toxique à bloquer. Parce que ta capacité finie et mortelle à prêter attention mérite mieux que d'être bousillée à coups de charpie numérique. 4.1. Les 4 philosophies du Deep Work. Choisis ton poison. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de pratiquer le Deep Work. Il faut choisir une stratégie qui colle à ta vie et à ton job. Pas essayer de copier un moine si tu es consultant en management. Newport en propose 4. 4 philosophies pour intégrer la profondeur dans ton quotidien. La première, c'est l'approche monastique. C'est la plus hardcore. Tu te coupes radicalement du monde superficiel.
Pense à un Donald Knuth, le pape de l'informatique, qui a abandonné l'email en 1990 pour se consacrer à son œuvre monumentale. Ces gens-là identifient une mission si importante qu'ils éliminent ou réduisent drastiquement toute source de distraction. C'est l'option nucléaire. Elle est efficace, mais peu réaliste pour la plupart d'entre nous qui avons des patrons, des clients et une famille. La deuxième, c'est l'approche bimodale. C'est celle de Carl Jung avec sa tour à Bollingen. Tu divises clairement ton temps en deux modes. D'un côté, des longues périodes, au moins une journée entière, voire plusieurs semaines, entièrement dédiées au deep work, où tu es totalement injoignable. De l'autre, le reste du temps, tu es disponible et tu gères le shallow. C'est un bon compromis si ton travail te permet de te retirer complètement à intervalles réguliers. Ça demande une bonne organisation et l'accord de ton entourage. La troisième, et probablement la plus applicable pour beaucoup, c'est l'approche rythmique. L'idée, c'est de faire du deep work une habitude, juste un outil de suivi, c'est un outil de motivation. Il crée une compétition avec toi-même. La simple vue d'une chaîne ininterrompue de croix sur ton calendrier te motivera à ne pas la briser. Discipline 4. Créer une cadence de responsabilité. Tu dois faire le point régulièrement, par exemple chaque semaine, avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quel est mon engagement pour la semaine à venir? Cette revue régulière transforme un simple objectif en un véritable projet professionnel. Ces 4 disciplines créent une boucle de rétroaction. Elles transforment la pratique du deep work, qui peut sembler abstraite et intimidante, en un jeu avec des règles claires, un score et une finalité. C'est comme ça qu'on transforme une bonne intention en un résultat tangible. 5.1. Accepte la nuit. Le super pouvoir caché de la concentration. La vérité, c'est que tu es un junkie de la stimulation. Ton cerveau a été recablé par des années de notifications, de quick checks, de flux infinis. Dès que tu as une seconde de temps mort, dans une file d'attente, aux toilettes, au feu rouge, ton premier réflexe est de dégainer ton téléphone. Tu ne supportes plus l'ennui, et c'est précisément pour ça que tu n'arrives pas à te concentrer. La capacité à faire du deep work est directement proportionnelle à ta capacité à résister à la distraction. Et pour ça, il faut réentraîner ton cerveau à accepter l'ennui. Newport propose une méthode simple mais brutale. Planifier à l'avance tes moments d'utilisation d'Internet et l'interdire complètement en dehors de ces créneaux. Au lieu de faire des pauses distraction pendant ton travail, tu fais des pauses concentration pendant tes moments de distraction programmés. Ça inverse complètement la logique. Au début, ça va être un enfer. Ton cerveau va hurler, il va chercher sa dose de stimulus. Tu vas te sentir agité, anxieux. C'est le symptôme du sevrage. Mais si tu tiens bon, quelque chose va changer. Tu vas réapprendre à être seul avec tes pensées. Tu vas recommencer à observer le monde autour de toi. Et surtout, tu vas muscler ton muscle de l'attention. L'idée n'est pas de ne plus jamais utiliser Internet, mais de le faire de manière intentionnelle et non compulsive. J'ai essayé ça. La première semaine, j'avais l'impression de devenir fou. Je me surprenais à chercher mon téléphone dans ma poche toutes les 2 minutes. Puis, peu à peu, le calme est revenu. Ma capacité à lire un livre sans m'interrompre, à tenir une conversation sans penser à mes emails, à me concentrer sur une tâche difficile, tout ça est revenu. Parce que j'avais arrêté de nourrir le chien malade de la distraction. Choisis tes emmerdes. Soit tu acceptes l'inconfort temporaire du sevrage à la distraction, soit tu acceptes une vie de fragmentation mentale et de travail médiocre. 5.2. Méditer sur la productivité. Aiguise ta hache mentale. Imagine un bûcheron qui passe sa journée à frapper un arbre avec une hache émoussée. Il transpire, il s'épuise et l'arbre ne bouge pas. C'est toi quand tu essaies de faire du deep work sans avoir entraîné ta capacité de concentration. La méditation productive que propose Newport, ce n'est pas du zen pour se détendre. C'est un entraînement mental hardcore. C'est l'affûtage de ta hache. Le principe est simple. Tu prends une période où tu es occupé physiquement, mais pas mentalement. Marcher, courir, faire la vaisselle. Tu te donnes un problème professionnel bien défini à résoudre et tu t'obliges à maintenir ton attention uniquement sur ce problème, sans la laisser dériver. Dès que tu te surprends à penser à autre chose,
ta liste de courses, ce que tu vas manger ce soir, tu ramènes doucement mais fermement ton attention sur le problème initial. C'est exactement le même principe que la méditation sur la respiration. Mais au lieu de la respiration, l'objet de ta concentration est un problème concret. Cet exercice est incroyablement difficile au début. Tu vas réaliser que ton esprit est comme un jeune chiot indiscipliné qui part dans tous les sens. Mais avec de la pratique, tu vas renforcer ta capacité à maintenir un focus directionnel. Tu vas apprendre à structurer tes pensées, à explorer différentes facettes d'un problème, à faire des liens. C'est pendant ces sessions de méditation productive que les vrais eureka se produisent. Pas quand tu es assis devant ton écran avec 15 onglets ouverts. La plupart des gens pensent que les grandes idées tombent du ciel. C'est faux. Elles émergent d'un esprit préparé qui a su maintenir une pression cognitive suffisante sur un problème pendant assez longtemps. C'est ça, la vraie créativité. Ce n'est pas un éclair de génie, c'est le résultat d'un travail de sape mentale, méthodique et discipliné. 5.3. Mémoriser un jeu de cartes. La muscu pour ton cerveau. Ça peut paraître bizarre, mais Newport suggère des exercices de mémorisation, comme retenir l'ordre d'un jeu de 52 cartes mélangées, comme un moyen direct d'améliorer sa concentration. La vérité qui dérange, c'est que les technologies modernes nous ont rendus paresseux mentalement. On a externalisé notre mémoire sur Google et nos smartphones. On ne fait plus l'effort de retenir des numéros de téléphone, des itinéraires, des faits. Et en faisant ça, on a laissé s'atrophier les structures cérébrales liées à la mémoire et à l'attention, notamment l'hippocampe. Les exercices de mémorisation exigeants, comme celui du jeu de cartes, forcent ces structures à se réactiver et à se renforcer. Pour mémoriser 52 cartes, tu dois utiliser des techniques comme le palais de la mémoire, qui demandent une concentration visuelle et spatiale intense. Tu dois créer des images mentales vives et les associer à des lieux que tu connais bien. C'est un effort cognitif énorme. Mais le bénéfice n'est pas juste de pouvoir impressionner tes amis en soirée. Le bénéfice, c'est que tu es en train de faire de la musculation pour ton cerveau. Tu entraînes ta capacité à créer et à maintenir des structures mentales complexes, à résister aux distractions internes et externes, à maintenir un focus laser pendant une période prolongée. Un cerveau qui est capable de mémoriser un jeu de cartes est un cerveau qui sera beaucoup plus à l'aise pour comprendre un article scientifique complexe, pour suivre la logique d'un argumentaire, pour débugger un programme informatique. C'est la même compétence sous-jacente. C'est la capacité à tenir l'information dans sa mémoire de travail et à la manipuler de manière intentionnelle. La plupart des gens ne feront jamais cet effort parce que ça semble inutile. C'est pour ça que la plupart des gens ont une capacité de concentration médiocre. C'est un arbitrage. La douleur de l'entraînement contre la douleur de la stagnation. 5.4. Le sevrage des réseaux sociaux. La désintox radicale. L'une des règles les plus brutales, mais les plus efficaces de Newport, est de quitter les réseaux sociaux. Pas de faire une pause, pas de limiter leur usage. De quitter. Son approche est celle d'un artisan qui évalue ses outils. Il propose la méthode suivante. Fais une pause complète de 30 jours de tous les services de réseaux sociaux optionnels. À la fin de ces 30 jours, pose-toi 2 questions pour chaque service. 1. Est-ce que ma vie aurait été significativement meilleure si j'avais pu utiliser ce service 2? Est-ce que des gens se sont souciés du fait que je ne l'utilisais pas? Si la réponse est non aux 2 questions, ne réactive pas ton compte. Point. Cette approche est basée sur une vérité simple. On surestime massivement les bénéfices des réseaux sociaux et on sous-estime massivement leurs coûts en termes d'attention et de bien-être mental. On se raconte des histoires pour justifier notre addiction. C'est important pour mon réseau professionnel. C'est comme ça que je reste en contact avec mes amis. C'est une source d'information. La plupart du temps, c'est du pipeau. Les vraies relations se construisent dans le monde réel. Les vraies opportunités professionnelles viennent de la valeur que tu crées, pas du nombre de tes contacts. L'information de qualité se trouve s'initier un changement de culture plus large. C'est un acte de leadership. Tu ne demandes pas la permission d'être moins disponible, tu proposes un moyen d'être plus précieux. 6.4. Finis ta journée à 17h30.
le pouvoir de la contrainte. Voilà une idée contre-intuitive qui va à l'encontre de toute la culture du présentéisme. Newport insiste sur l'importance de se fixer une heure de fin de journée stricte et de s'y tenir. Par exemple, à 17h30. Quoi qu'il arrive, tu fermes ton ordinateur et tu rentres chez toi. Pourquoi? Parce que cette contrainte te force à être plus efficace. C'est la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Si tu sais que tu as toute la soirée pour finir ton travail, tu vas inconsciemment te permettre d'être distrait, de procrastiner. Si tu sais que tu as une deadline dure à 17h30, tu vas trouver des moyens d'être beaucoup plus concentré et sélectif. Tu vas refuser cette réunion de dernière minute inutile. Tu vas traiter tes emails plus rapidement. Tu vas être beaucoup moins tolérant avec les interruptions. Cette contrainte de temps fixe est un excellent filtre. Elle t'oblige à te demander constamment quelle est la chose la plus importante que je puisse faire avec le temps limité qui me reste. C'est un antidote puissant au travail de surface. De plus, respecter cette heure de fin a un autre bénéfice énorme. Ça te permet de vraiment déconnecter. Le soir, ton cerveau a besoin de se reposer, de se recharger. Si tu continues à checker tes emails ou à penser au travail, tu ne lui laisses jamais cette chance. Tu restes dans un état de semi-concentration et de stress chronique qui nuit à ta capacité de faire du deep work le lendemain. Newport a une routine de fin de journée. Il vérifie une dernière fois ses emails, met à jour sa to-do list pour le lendemain et dit une phrase à voix haute comme « arrêt du système ». C'est un rituel qui signale à ton cerveau que la journée de travail est terminée. C'est en honorant le repos que l'on rend le travail plus productif. 6.5. Devient difficile à joindre, le filtre ultime. L'une des tactiques les plus puissantes pour protéger ton temps de deep work est de rendre l'accès à ton attention plus difficile. On vit dans une culture où l'on s'attend à ce que tout le monde soit joignable instantanément. C'est une catastrophe pour la concentration. Newport propose plusieurs stratégies pour ériger des barrières. La première, c'est de mieux filtrer tes emails. Par exemple, sur ton site web ou dans ta signature d'email, au lieu de donner ton adresse directe, tu peux mettre en place un filtre pour l'expéditeur. Tu expliques clairement quel type de demande tu acceptes et lesquelles tu ignores. Tu peux aussi demander à l'expéditeur de faire un petit effort. Par exemple, de mettre un mot-clé spécifique dans l'objet pour prouver qu'il a lu tes instructions. Ça élimine 90% des sollicitations à faible valeur. Une autre tactique, c'est de ne pas répondre. C'est brutal, mais parfois nécessaire. Newport a une règle. Si l'email est ambigu, non pertinent, ou si une réponse sensée demanderait un effort disproportionné, il ne répond pas. Il part du principe que si c'est vraiment important, la personne trouvera un autre moyen de le contacter ou clarifiera sa demande. C'est l'anti-politiquement correct, mais c'est terriblement efficace pour préserver son temps. Enfin, quand tu réponds, sois efficace. Ne te contente pas de renvoyer la balle. Vise la clôture du processus. Si quelqu'un te propose une réunion, ne réponds pas « Oui, quand seriez-vous disponible ?» Ça va générer 5 emails de plus. Réponds plutôt « Oui, je suis disponible mardi à 14h ou mercredi à 10h. Si l'un de ces créneaux vous convient, je vous enverrai une invitation calendrier. Sinon, voici un lien vers mon agenda en ligne pour trouver un autre moment. » Tu anticipes les étapes suivantes et tu minimises les allers-retours. Devenir difficile à joindre, ce n'est pas être arrogant. C'est respecter sa propre ressource la plus précieuse, son attention. C'est forcer les autres à respecter ton temps en respectant le leur, en étant plus clair et plus efficace dans tes communications. 7.1. Le bricoleur d'attention contre l'artisan de la valeur. La vérité, c'est que tu es un collectionneur de merde numérique. Tu accumules les applications, les abonnements aux newsletters, les comptes sur les réseaux sociaux comme un écureuil névrosé qui stocke des noisettes pour un hiver nucléaire qui n'arrivera jamais. Tu appelles ça se tenir au courant ou développer son réseau. Newport appelle ça par son vrai nom, une perte de temps. Il oppose cette mentalité de réseauteur à celle de l'artisan. L'artisan, lui, a une approche radicalement différente de ses outils. Il ne se demande pas « qu'est-ce que cet outil pourrait m'apporter ?» Il se demande « quel est le problème fondamental que je cherche à résoudre et quel est le meilleur outil pour le faire ?»
Il ne choisit pas ses outils en fonction de leur popularité, mais de leur efficacité pour accomplir une tâche précise. Il est prêt à utiliser un outil démodé, impopulaire ou même difficile à prendre en main si c'est celui qui lui donne le meilleur résultat. Il a une relation intime et respectueuse avec un petit nombre d'outils qu'il maîtrise à la perfection. Le collectionneur, lui, papillonne. Il a 50 applications sur son téléphone, mais il n'en maîtrise aucune. Son attention est un confetti jeté au vent. L'artisan, lui, a une boîte à outils épurée. Son attention est un laser. J'ai connu un graphiste qui a refusé pendant des années de passer à la suite Adobe. Il continuait de bosser sur un vieux logiciel obscur parce qu'il le connaissait par cœur et qui lui permettait de travailler plus vite et sans les distractions des nouvelles versions. Tout le monde se moquait de lui, sauf ses clients, qui recevaient un travail impeccable en un temps record. Le principe existentiel est simple. Tes outils façonnent ton travail. Si tes outils sont un chaos de notifications et de flux infinis, ton travail sera chaotique et superficiel. Choisis tes emmerdes. Soit tu acceptes l'effort de sélectionner et de maîtriser rigoureusement tes outils, soit tu acceptes d'être un bricoleur qui passe sa vie à chercher ses clous. 7.2. La logique foireuse de l'avantage quelconque. L'un des biais cognitifs les plus répandus dans le monde professionnel, c'est ce que Newport appelle la logique de l'avantage quelconque. Any benefit mindset. C'est l'idée que si tu peux trouver le moindre avantage potentiel à utiliser un nouvel outil, alors tu devrais l'adopter. Je devrais être sur LinkedIn, ça pourrait m'aider à trouver un job un jour. Je dois lire cette newsletter, il y a peut-être une info intéressante dedans. Je dois garder les notifications Slack activées. Je pourrais rater une question importante. C'est une logique de paresseux. C'est refuser de faire l'analyse coût-bénéfice la plus élémentaire. Le bénéfice d'un outil n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie, celle qu'on ignore systématiquement, c'est son coût. Et le coût principal de ces outils, ce n'est pas leur prix en euros, c'est leur prix en attention. Chaque minute que tu passes à scroller sur LinkedIn est une minute que tu ne passes pas à développer une compétence qui te rendrait si bon que tu n'aurais pas besoin de chercher un job sur LinkedIn. Chaque notification de Slack qui interrompt ton travail de fond te coûte 15 à 20 minutes de résidu d'attention pour te reconcentrer pleinement. C'est un impôt énorme sur ta productivité. L'approche de l'artisan, c'est de remplacer cette logique par une analyse beaucoup plus stricte. Pour chaque outil, la question n'est pas « y a-t-il un avantage ?», mais « est-ce que le bénéfice net de cet outil surpasse de manière écrasante son coût en termes d'attention fragmentée ?» Si la réponse n'est pas un « oui » franc et massif, l'outil est rejeté. C'est une approche minimaliste. On ne garde que ce qui est essentiel et qui a un retour sur investissement positif et démontré sur notre capacité à produire du travail de valeur. C'est le contraire de la collectionnite numérique. C'est un acte délibéré de soustraction, pas d'addition. Sérieusement, tu penses que ton cerveau est un disque dur illimité, où tu peux installer n'importe quelle merde sans que ça ralentisse le système. 7.3. La faillite est ta meilleure amie. La gloire de l'échec planifié. Tu vas essayer d'appliquer ces règles et tu vas te planter. Lamentablement. Tu vas décider de planifier ta journée minute par minute et à 10 heures du matin, ton plan sera déjà en ruine. Tu vas essayer de ne pas checker tes mails pendant 90 minutes et tu vas craquer au bout de 20. Tu vas désinstaller les réseaux sociaux de ton téléphone et tu vas les réinstaller 3 jours plus tard dans un moment de faiblesse. Et ta première réaction sera de te dire « Tu vois, ça ne marche pas, c'est trop extrême, ce n'est pas pour moi. » C'est la voix du confort qui parle. La vérité, c'est que cet échec est la chose la plus précieuse qui puisse t'arriver. L'échec n'est pas un signe que tu es faible ou que la méthode est mauvaise. L'échec est un diagnostic. Il te montre exactement où sont tes points de faiblesse. Quand ton plan de time blocking explose, ça ne veut pas dire que la planification est inutile. Ça te montre la source d'imprévu la plus puissante dans ta journée. C'est ton prochain problème à résoudre. Quand tu craques et que tu ouvres tes mails, ça te montre la puissance de ton addiction et le type de stimulus que ton cerveau réclame. L'échec est une donnée. C'est la plus honnête que tu auras jamais. J'ai foiré ma première tentative de sevrage des réseaux sociaux.
J'ai tenu 4 jours. Le 5e, je me sentais isolé, je m'ennuyais et j'ai tout réinstallé. J'aurais pu abandonner. Au lieu de ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que cet échec m'apprend? Il m'a appris que je n'avais pas de plan pour remplacer le divertissement facile que m'offraient les réseaux. Je n'avais rien prévu pour remplir ce vide. Pour ma 2e tentative, j'ai fait une liste d'activités de remplacement. Lire un livre, appeler un ami, faire une séance de sport. Et là, j'ai tenu. L'échec n'est pas la fin du chemin, c'est un panneau indicateur. Alors, au lieu de le craindre, cherche-le. Fais un pari audacieux avec toi-même, un pari que tu as de bonnes chances de perdre. Et analyse la défaite comme un général après une bataille. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. 7.4. La fin de la journée comme une arme de productivité. La règle de finir sa journée à heure fixe, par exemple 17h30, est probablement l'une des plus puissantes du livre, parce qu'elle agit comme un levier sur tout le reste. La plupart des gens pensent que travailler plus longtemps, c'est travailler plus. C'est une illusion. La productivité n'est pas une fonction linéaire du temps. C'est une fonction de l'intensité. En te fixant une contrainte de temps dur, tu te forces à augmenter l'intensité. Tu n'as plus le luxe de procrastiner, de te laisser distraire, de participer à des réunions qui ne servent à rien. Le temps devient une ressource précieuse et limitée. Cette deadline quotidienne crée une urgence saine. Elle te force à appliquer la loi de Pareto. 80-20 en permanence. J'ai 1 heure avant de devoir partir. Quelle est la tâche qui produira 80% de la valeur? Tu deviens impitoyable dans tes priorités. Mais il y a un bénéfice encore plus profond. En respectant cette fin de journée, tu envoies un message clair à ton cerveau. Le travail a une fin. Tu autorises ton esprit à déconnecter complètement, à se reposer. Et ce repos n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique pour pouvoir faire du deep work. Un esprit qui est constamment en arrière-plan de travail, qui continue de checker ses mails le soir et le week-end, est un esprit qui n'est jamais vraiment reposé. Il accumule une fatigue cognitive qui rend la concentration profonde de plus en plus difficile. Le soir et les week-ends ne sont pas là pour rattraper le travail de surface que tu n'as pas eu le temps de faire. Ils sont là pour recharger les batteries qui te permettront de faire du travail de fond la semaine suivante. C'est comme un athlète qui néglige son sommeil. Il peut tenir un temps, mais ses performances vont inévitablement s'effondrer. Respecter la fin de la journée, c'est respecter les lois de ta propre biologie. C'est un acte de professionnalisme, pas de paresse. 7.5. La solitude est le prix du génie, ou du moins d'un travail bien fait. On vit dans une société qui a peur de la solitude. On la confond avec l'isolement ou la dépression. On valorise la collaboration, la communication, le team spirit. Tout ça a sa place, mais on a oublié une vérité fondamentale. La plupart des grandes idées, des grandes œuvres, des solutions aux problèmes complexes naissent dans la solitude. La solitude, au sens de Newport, ce n'est pas l'absence des autres, c'est l'absence d'input venant des autres. C'est un état où tu es seul avec tes propres pensées, où tu peux les suivre jusqu'au bout sans être interrompu. C'est dans ce silence mental que la magie opère, que tu peux faire des connexions inattendues, que tu peux entendre les signaux faibles, que tu peux atteindre une clarté de pensée impossible dans le bruit du quotidien. Le deep work est par essence une pratique solitaire. C'est pour ça qu'il est si difficile dans les open space et la culture de la réunionnite. On a créé des environnements de travail qui sont activement hostiles à la condition même de la création de valeur. Pense aux figures historiques qui ont produit un travail exceptionnel. Darwin, Einstein, Montaigne, tous étaient des maîtres de la solitude productive. Ils passaient des heures, des jours, à marcher seuls, à réfléchir, à écrire dans leur bureau fermé à double tour. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une condition nécessaire. Accepter cela, c'est aller à contre-courant de la culture actuelle. C'est accepter d'être perçu comme pas très collaboratif ou un peu dans sa bulle. Mais c'est le prix à payer. Tu ne peux pas être à la fois constamment disponible pour les autres et profondément engagé dans ton propre travail. Il faut choisir. La plupart des gens choisissent la disponibilité parce que c'est socialement gratifiant à court terme. L'artisan choisit la solitude parce que c'est ce qui produit de la valeur à long terme. Choisis tes emmerdes.
le petit inconfort social de fermer ta porte ou la grande angoisse existentielle d'une carrière passée à brasser du vent. 8.1. La règle des 80-20 pour les outils, le massacre à la tronçonneuse. La vérité, c'est que la plupart des outils que tu utilises pour ton travail ne servent à rien. Pire, ils te nuisent. Ils te donnent l'illusion d'être productif alors qu'ils ne font que fragmenter ton attention. Newport propose une approche inspirée de la loi de Pareto, la règle des 80-20 pour faire le ménage. L'idée est simple. Identifie les 20% d'outils qui te procurent 80% de tes résultats professionnels les plus importants. Pour tout le reste, pose-toi une question brutale. Est-ce que l'abandon complet de cet outil aurait un impact négatif significatif et permanent sur ma carrière? Sois honnête. Pas. Est-ce que ce serait un peu embêtant? Mais est-ce que ça me flinguerait professionnellement? Pour la plupart des réseaux sociaux, des newsletters, des applications de productivité à la mode, la réponse est un non retentissant. Tu penses que tu as besoin de Twitter pour ta veille. La réalité, c'est que 89% du contenu est du bruit, et le 1% important te parviendra de toute façon par d'autres canaux si tu es bien connecté aux bonnes personnes dans ton domaine, via des conversations directes, des articles de fond, etc. Tu penses que tu as besoin de LinkedIn pour ton réseau. La réalité, c'est qu'un seul projet de deep work bien mené, qui débouche sur un résultat spectaculaire, t'apportera plus d'opportunités de qualité que 10 ans de connexion superficielle. C'est une approche de minimalisme radical. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de la soumettre à un test de performance impitoyable. Je connais un entrepreneur qui a appliqué cette règle. Il a supprimé tous les réseaux sociaux, s'est désabonné de toutes les newsletters et a réduit sa stack d'outils à 3 ou 4 essentiels. Il m'a dit, au début, j'avais le FOMO, Fear of Missing Out. Puis j'ai réalisé que la seule chose que je ratais, c'était la distraction. Mon chiffre d'affaires a doublé en un an. Le principe existentiel est le suivant. L'abondance d'outils crée la pauvreté de l'attention. Choisis de vivre dans la richesse de la concentration, pas dans le bidonville de la distraction. 8.2. Le projet Craftsman, la recherche du Saint Graal attentionnel. Une fois que tu as fait le ménage dans tes outils, l'étape suivante est d'adopter une approche d'artisan, craftsman, pour ceux que tu as gardés. Cela signifie que tu ne te contentes pas de les utiliser. Tu les maîtrises. Tu cherches constamment à optimiser leur usage pour maximiser la valeur que tu en tires et minimiser le temps et l'attention qu'ils te coûtent. C'est le contraire de l'utilisateur moyen qui ne connaît que 10% des fonctionnalités d'un logiciel. Prenons l'email, un outil que presque tout le monde utilise, mais que presque personne ne maîtrise. L'approche de l'artisan, c'est de se demander comment puis-je transformer cet outil, qui est une source majeure de distraction, en un instrument de productivité efficace. Ça peut passer par la mise en place de filtres agressifs pour trier automatiquement les messages. Ça peut être l'apprentissage de raccourcis clavier pour traiter les emails sans toucher à la souris. Ça peut être la création de templates de réponses pour les questions récurrentes. Ça peut être la définition de règles claires pour toi-même, comme ne jamais ouvrir sa boîte mail sans avoir une intention précise. Trouver une information, répondre à un message spécifique. Le but est de réduire la friction cognitive. Chaque décision que tu n'as pas à prendre, chaque clic que tu n'as pas à faire, c'est de l'énergie mentale que tu économises pour ton vrai travail. C'est un état d'esprit. C'est refuser d'être un utilisateur passif de la technologie. C'est devenir un pilote qui connaît sa machine sur le bout des doigts. C'est une quête sans fin d'efficacité et d'élégance dans l'exécution des tâches, même les plus banales. La plupart des gens trouvent ça excessif. Pourquoi passer 1 heure à apprendre les raccourcis de Gmail? Parce que cette heure investie t'en fera gagner des centaines sur le long terme. C'est le pouvoir des gains marginaux. C'est en optimisant les détails que l'on construit l'excellence. 8.3. La stratégie du dernier kilomètre. Ne laisse pas la flemme gagner à la fin. Tu as fait le plus dur. Tu as protégé ton temps. Tu as éliminé les distractions. Tu as passé plusieurs heures en mode deep work. Tu arrives à la fin de ta session, tu es fatigué. Et c'est là que le piège se referme. La tentation est grande de bâcler la fin, de se dire « c'est bon, j'en ai assez fait »,
et de passer à une activité plus facile comme checker ses mails. C'est ce que Newport appelle l'échec du dernier kilomètre. C'est une erreur fatale. Souvent, les dernières minutes d'une session de deep work sont les plus importantes. C'est le moment où tu dois consolider ton travail, clarifier les prochaines étapes, t'assurer que tu pourras reprendre facilement la prochaine fois. C'est comme un alpiniste qui arrive au sommet. Il ne prend pas un selfie pour redescendre immédiatement. Il prend le temps de savourer, de s'orienter, de préparer sa descente en toute sécurité. Pour éviter cet échec, il faut ritualiser la fin de tes sessions de deep work, tout comme tu as ritualisé leur début. Ce rituel de clôture peut inclure plusieurs étapes. Par exemple, sauvegarder ton travail dans un endroit précis. Noter dans un carnet ou un fichier où tu t'es arrêté et quelle est la toute première action que tu devras faire pour reprendre. Si tu as résolu un problème, prends quelques minutes pour documenter la solution de manière claire. Si tu as eu de nouvelles idées, capture-les rapidement sans te laisser entraîner par elles. Ce processus ne prend que quelques minutes, mais il a un effet psychologique énorme. Il donne à ton cerveau un sentiment de clôture, ce qui l'aide à déconnecter et à ne pas laisser le travail baver sur ton temps de repos. Et surtout, il réduit massivement la friction pour démarrer ta prochaine session. Tu n'auras pas à te demander où j'en étais déjà. La prochaine étape sera déjà là, claire et définie. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même du futur. C'est la marque des professionnels. Ils finissent proprement leur travail jusqu'à la dernière seconde. 8.4. L'immunité à l'agitation, la marque des vrais pros. Le monde du travail est rempli de ce que Newport appelle l'agitation visible. Busyness as a proxy for productivity. Les gens qui courent partout, qui ont des agendas surchargés de réunions, qui envoient des emails à 23 heures, on a tendance à associer cette agitation à l'importance. C'est une erreur. L'agitation n'est pas un signe de productivité. C'est un signe de manque de contrôle. C'est le symptôme d'une personne qui a laissé son agenda se faire dicter par les priorités des autres. Le vrai professionnel, l'artisan du deep work, est souvent beaucoup moins occupé en apparence. Il peut avoir des après-midi entiers sans aucune réunion. Il peut prendre 1 heure pour aller marcher au milieu de la journée. Vu de l'extérieur, il peut même avoir l'air de ne pas faire grand-chose. C'est parce que sa productivité est interne, invisible. Elle ne se mesure pas en nombre de réunions, mais en qualité de la pensée, en profondeur de l'analyse, en valeur de la création. Développer une immunité à l'agitation, c'est un acte de courage. C'est refuser de jouer le jeu du qui est le plus débordé. C'est avoir la confiance de savoir que ta valeur ne dépend pas de ton apparence d'occupation, mais des résultats que tu produis. C'est accepter que ton calendrier soit plus vide que celui de tes collègues, parce que tu sais que ces espaces vides sont en fait les moments les plus productifs de ta journée, ceux où tu es en train de réfléchir. Pour y arriver, il faut une chose, des résultats. Tu ne peux te permettre d'avoir l'air moins occupé que les autres que si tu produis un travail d'une qualité incontestablement supérieure. Le deep work est ta monnaie d'échange. C'est ce qui te donne le droit de refuser une réunion, de ne pas répondre immédiatement à un email, de prendre du temps pour réfléchir. Sans cette preuve par le résultat, tu passeras juste pour un paresseux. Le message est brutal. Deviens si bon dans ce que tu fais que personne n'ose plus remettre en question tes méthodes de travail. C'est la seule vraie liberté. 8.5. La métrique qui compte vraiment, le nombre d'heures profondes. Si tu ne devais suivre qu'une seule métrique pour mesurer ta productivité, ce ne serait pas le nombre de tâches accomplies, ni le nombre d'emails envoyés, ni même ton chiffre d'affaires. Ce serait le nombre d'heures passées en mode deep work. C'est la lead measure, mesure d'avance, la plus importante. C'est la cause. Tout le reste n'est que la conséquence. Newport insiste sur l'importance de suivre cette métrique de manière quasi obsessionnelle. Garde un décompte visible sur un calendrier mural ou un simple carnet. Chaque jour, à la fin de ta journée, note le nombre d'heures ou de blocs de 30 minutes que tu as passé en concentration ininterrompue. Le simple fait de mesurer cette donnée va changer ton comportement. Ce qui est mesuré est géré. Tu vas commencer à voir ta journée différemment. Tu ne la verras plus comme une succession d'événements, mais comme une chasse aux heures de deep work.
Tu vas devenir un protecteur impitoyable de ces créneaux. Une réunion impromptue. Désolé, ça va me coûter 1 heure de deep work. Est-ce que ça peut attendre cet après-midi? Un collègue qui vient te déranger. Je suis en session de travail profond. Est-ce qu'on peut en parler dans 1 heure? Cette métrique te donne un langage pour négocier avec toi-même et avec les autres. Elle te donne un objectif clair et tangible chaque jour. Au lieu de l'objectif flou de être productif, tu as l'objectif concret de faire 3 heures de deep work aujourd'hui. C'est un jeu que tu peux gagner. Fixe-toi un objectif hebdomadaire. Au début, ce sera peut-être 5 heures par semaine. Puis, tu essaieras de monter à 10, puis à 15. Tu verras une corrélation directe entre l'augmentation de ce chiffre et la qualité et la quantité de ton travail de valeur. C'est la métrique la plus honnête de ta vie professionnelle. Elle ne ment pas. Elle te dit si tu es en train de construire quelque chose de solide ou si tu es juste en train de brasser de l'air. 9.1. La vérité assommante sur la volonté. C'est une batterie, pas une vertu. La plus grosse connerie qu'on nous a vendue, c'est que la discipline est une question de force de caractère, que les gens qui réussissent sont juste plus volontaires que les autres. C'est faux. La vérité, c'est que la volonté est une ressource neurochimique limitée, une sorte de batterie mentale qui se vide au cours de la journée. Chaque décision que tu prends, chaque tentation à laquelle tu résistes, chaque effort de concentration que tu fais, puise dans cette batterie. C'est le concept de l'épuisement de l'ego, ego depletion. C'est pour ça que tu es capable de résister à un croissant le matin, mais que tu craques pour une pizza le soir après une journée de travail épuisante. Ta batterie de volonté est à plat. Le principe existentiel qui en découle est révolutionnaire. Si tu comptes sur ta seule volonté pour pratiquer le deep work, tu es foutu. Tu vas tenir le matin et tu vas craquer l'après-midi. La stratégie n'est pas d'essayer d'avoir plus de volonté. C'est de créer des systèmes qui préservent ta volonté pour les moments où elle est absolument cruciale. C'est toute la logique des rituels et des habitudes. Un rituel de démarrage pour ton deep work ne te demande aucune volonté une fois qu'il est installé. Il est automatique. Planifier ta journée à l'avance le soir te demande un peu de volonté, mais ça t'en économise une quantité énorme le lendemain. Car tu n'as plus à décider de ce que tu vas faire à chaque instant. J'ai un ami qui voulait se mettre à écrire. Chaque matin, il se disait « il faut que je m'y mette » et il passait 1 heure à négocier avec lui-même, à procrastiner, à vider sa batterie de volonté. Il n'écrivait jamais plus de 15 minutes. Puis, il a mis en place un rituel simple. Se lever, faire son café, s'asseoir à son bureau et ouvrir son fichier. C'est tout. Il n'avait plus à décider. Il a écrit son premier livre en 6 mois. Choisis tes emmerdes. Soit tu acceptes l'effort ponctuel de construire des systèmes, soit tu acceptes la bataille perdue d'avance de te battre contre toi-même tous les jours. 9.2. Le paradoxe de la productivité. Moins travailler pour travailler mieux. On vit dans une culture qui glorifie le hustle, le travail acharné, les journées de 12 heures. L'idée que plus on travaille, plus on produit. Newport démonte ce mythe avec une logique implacable basée sur la neurologie de la concentration. La capacité à faire du deep work est un effort intense qui consomme énormément d'énergie mentale. Personne, même les plus grands maîtres de la concentration, ne peut maintenir cet état plus de 3 à 4 heures par jour de manière soutenue. Au-delà, la qualité de l'attention s'effondre et on tombe dans ce que Newport appelle l'effet de la diminution des retours. Les heures supplémentaires que tu fais ne sont pas seulement moins productives, elles peuvent être contre-productives. Une décision prise en état de fatigue mentale peut te coûter des jours de travail à corriger. Le vrai secret des gens ultra productifs n'est pas qu'ils travaillent plus, c'est qu'ils sont plus efficaces pour maximiser ces 3-4 heures de deep work. Et qu'ils sont impitoyables pour protéger leur temps de repos afin de pouvoir recommencer le lendemain. C'est pour ça que la règle de finir sa journée à 17h30 est si importante. Elle t'oblige à respecter cette limite cognitive naturelle. Elle reconnaît que le repos n'est pas l'ennemi de la productivité, mais sa condition sine qua non. C'est pendant le sommeil, les loisirs, les moments de déconnexion que ton cerveau consolide les apprentissages, fait des connexions nouvelles et recharge ses batteries de volonté et de concentration.
Le travail de surface, lui, peut être étalé sur de plus longues périodes, car il est moins exigeant. Mais le deep work est un sprint, pas un marathon. Le but n'est pas de travailler 12 heures par jour, mais d'avoir 1 à 2 sessions de sprint mental de 90 minutes d'une intensité absolue. Le reste de la journée est là pour soutenir ces sprints. C'est un changement complet de paradigme. Arrête de te vanter de tes longues journées. Commence à te vanter de la qualité de tes heures de repos. 9.3. La théorie du grand plomb. Comment le travail superficiel contamine tout. Imagine que ta journée de travail est un grand bocal. Tes tâches de deep work sont de gros cailloux. Tes tâches de shallow work sont du sable. Si tu commences ta journée par le sable, en répondant à tes mails, en allant sur Slack, en participant à des réunions inutiles, tu remplis ton bocal de sable. Quand tu essaies ensuite de mettre tes gros cailloux, il n'y a plus de place. C'est ça, la théorie du grand plomb. Le travail superficiel a une tendance naturelle à s'étaler et à occuper tout l'espace disponible, ne laissant aucune place pour le travail qui compte vraiment. C'est pourquoi la stratégie la plus efficace est de commencer sa journée par le deep work. Tu places tes gros cailloux en premier quand ton bocal est vide et que ta volonté est à son maximum. Tu sanctuarises tes 2 ou 3 premières heures de la journée pour ta tâche la plus importante. Pas de mail, pas de téléphone, pas de réunion, juste toi et ton travail. Une fois que tu as fait ça, que tu as gagné ta journée, tu peux laisser le sable du travail superficiel remplir les espaces restants. Même si le reste de ta journée est un chaos d'interruptions, tu auras accompli l'essentiel. Cette stratégie a un effet psychologique puissant. Elle te donne un sentiment de contrôle et d'accomplissement dès le début de la journée, ce qui génère une dynamique positive. C'est le contraire de l'anxiété qui monte quand on arrive à 16 heures et qu'on réalise qu'on n'a rien fait d'important. La plupart des gens font l'inverse. Ils se disent « je vais d'abord me débarrasser des petites tâches faciles pour avoir l'esprit libre ». C'est un piège. Le travail superficiel est un gaz, pas un solide. Il n'y a jamais de fin. En le faisant en premier, tu ne fais que l'inviter à contaminer toute ta journée. Place tes rochers en premier. Toujours. 9.4. Le shutdown ritualisé. La clé pour un vrai repos. La frontière entre le travail et la vie personnelle est devenue une passoire. Avec les smartphones, le travail peut s'infiltrer dans tes soirées, tes week-ends, tes vacances. On est dans un état de travail semi-attentif, permanent. Ce n'est bon ni pour le travail, ni pour la vie perso. Pour combattre ça, Newport préconise un rituel de fin de journée, shutdown ritual, strict et non négociable. L'idée est de créer une procédure claire qui marque la fin de la journée de travail et qui permet à ton cerveau de déconnecter complètement. Ce rituel peut comporter quelques étapes simples. D'abord, assure-toi que toutes les tâches ou informations importantes de la journée ont été capturées dans un système fiable, ta to-do list, ton calendrier, etc. Tu ne veux pas que ton cerveau continue de tourner en arrière-plan pour ne pas oublier quelque chose. Ensuite, fais un rapide plan pour la journée du lendemain. Identifie les 2-3 tâches les plus importantes. Cela réduit l'anxiété liée à l'incertitude du lendemain. Enfin, prononce une phrase clé comme un mantra. Newport dit à voix haute « shutdown complete ». Ça peut paraître ridicule, mais c'est un signal clair pour ton cerveau que le mode travail est terminé. Une fois ce rituel accompli, la règle est absolue. Plus de travail. Pas de juste un dernier mail. Pas de je vais juste vérifier ce truc. Fini. Ce rituel est la clé pour bénéficier des bienfaits du repos. Un vrai repos, ce n'est pas juste l'absence de travail. C'est un état mental où l'on est pleinement présent à ce qu'on fait. Dîner avec sa famille, lire un livre, regarder un film. C'est impossible si une partie de ton cerveau est encore en train de mouliner sur des problèmes de boulot. Sans une frontière claire, tu n'es jamais vraiment au travail et tu n'es jamais vraiment au repos. Tu es dans le pire des deux mondes. Ce rituel est le garde-frontière qui te permet de retrouver la souveraineté sur ton temps et ton esprit. 9.5. Le deep work n'est pas un luxe, c'est une éthique.